Stéphanie Dupuy est maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Strasbourg, où elle enseigne l'épistémologie des sciences humaines et s'intéresse notamment à l'histoire de l'observation, à l'histoire de l'expérimentation, mais aussi à l'histoire des émotions. On lui doit notamment de très beaux travaux sur les sciences psychologiques, les neurosciences, la phénoménologie de Merleau-Ponty, et même, puisqu'on l'a vu passer dans le PowerPoint de William Marx, Alfred Binet. Comment étudier les formes de l'intelligence? C'est la question que vous posez. Merci. Alors, ma communication va être parfaitement congruente avec celle que l'on vient d'entendre. Les deux communications vont se répondre de différentes façons, puisque moi aussi, je vais suivre les significations et la fortune philosophique et scientifique que va connaître le terme d'intelligence, en particulier à la fin du XIXe siècle en France, à travers l'œuvre d'Alfred Binet, qui est sans doute encore aujourd'hui le psychologue français dont le nom vient le plus immédiatement à l'esprit quand on évoque la psychologie de l'intelligence. Alfred Binet est en effet l'inventeur, avec Théodore Simon, de la première échelle métrique de l'intelligence, ou test Binet-Simon, ancêtre du QI, qui va connaître une diffusion extraordinaire à partir de l'entre-deux-guerres, non seulement en France, mais surtout aux États-Unis, sous une forme et avec des enjeux très différents que ceux qu'avait imaginé Binet. Alors, dans cette communication, je voudrais faire trois choses. D'abord, présenter brièvement quelques étapes qui ont jalonné l'irruption du terme d'intelligence dans le champ de la terminologie scientifique et philosophique au XVIIIe et XIXe siècle. Ensuite, expliquer pourquoi Binet conçoit le projet qui est véritablement une gageure d'une psychologie expérimentale de l'intelligence au tournant du XIXe et du XXe siècle, et surtout comment ce projet l'amène à transformer, à élargir les méthodes de la psychologie expérimentale de son époque. Et enfin, expliquer brièvement comment ce projet s'infléchit quand il rencontre une demande sociale, celle du ministère de l'Instruction publique de l'époque, qui demande à Binet, en 1904, de concevoir un outil diagnostique pour dépister les enfants dits anormaux et les scolariser dans des établissements spéciaux. Alors moi aussi, j'ai donc regardé l'histoire de ce terme d'intelligence. Je ne vais pas reprendre toutes les catégories qui ont déjà été développées par M. Marx. Moi, ce qui m'a intéressée, alors effectivement, c'est un mot ancien en français qui désigne la faculté de connaître et de comprendre. Ça désigne aussi la qualité de l'esprit d'une personne qui comprend à partir du XVIIe siècle. Et l'adjectif intelligent, il est référencé en 1611. Celui qui est intelligent, c'est celui qui a la faculté de comprendre. Et je dirais que le mot peu à peu se diffuse dans la langue courante en ce sens-là. Quand on lit des textes du XVIIIe siècle, et bien souvent, les personnages sont décrits comme étant intelligents ou peu intelligents. Et ça, c'est un sens qui m'intéresse. Et puis, je remarquerai aussi le sens, quand on dit une ou des intelligences, le sens d'être spirituel par opposition à la matière. Quand on parle des intelligences célestes, ça désigne les anges dès le XIVe siècle. Et par extension, l'être humain en tant que capable de réflexion. Voilà. Alors, néanmoins, comme l'a expliqué la conférence précédente, ce terme est peu employé dans la langue philosophique et scientifique avant le XIXe siècle, contrairement à intellect, entendement, raison, raisonnement, âme, esprit. Et puis aussi, il y a ce terme de jugement, faculté de juger, sur lequel je reviendrai. Alors, le terme d'intelligence, il entre dans la langue scientifique à propos de la question des facultés des animaux et de la comparaison entre l'intelligence humaine et animale.
Et en particulier, un texte qui me semble important dans cette histoire, ce sont les lettres philosophiques sur l'intelligence et la perfectibilité des animaux, publié à partir de 1762, enfin par livraison, et donc vraiment publié en 1768, par Charles-Georges Leroy, qui était lieutenant des chasses royales et administrateur des bois et parcs de Versailles et de Marly. C'est un pionnier de l'observation du comportement animal, il est proche des encyclopédistes et de la philosophie sensualiste, et il fait paraître donc ces lettres. Alors, on est dans le contexte de la querelle de l'âme des bêtes, la discussion critique donc, de la thèse cartésienne des animaux-machines. Les thèses de Leroy sont les suivantes. Les animaux ont de l'intelligence, ils sont capables de perfectibilité. Dans une logique empiriste, Leroy ne fait pas une opposition stricte entre instinct et intelligence, et il se présente en observateur expérimenté du comportement des animaux in vivo, parce qu'il est chasseur et que cette activité lui donne l'occasion d'observer l'intelligence animale. Donc en tant que chasseur, je dirais, et en tant qu'observateur, et non pas en tant que philosophe théoricien ni en naturaliste de cabinet. Et donc lui choisit le terme d'intelligence contre celui d'âme, et il s'en explique au début de son livre, comme vous le voyez ici. Il dit finalement qu'il écarte en fait la question de l'âme des bêtes, parce que cette question, évidemment, elle pose la question de l'immortalité, l'immatérialité de cette âme, et il veut éviter les questions religieuses, et donc c'est la raison pour laquelle il emploie le terme d'intelligence. Il veut rester dans un registre clairement séculaire. Le terme d'intelligence évite les problèmes théologiques et moraux posés par l'âme des bêtes. Et c'est aussi un terme, je pense, plus proche du langage courant, moins associé au débat métaphysique que des termes comme entendement, raison, esprit. Donc, je dirais que par contraste avec le vocabulaire technique de la philosophie et avec les enjeux multiples, notamment théologiques et éthiques de la querelle de l'âme des bêtes, le terme d'intelligence circonscrit un objet d'étude empirique, sécularisé, naturalisé, distinct de toute question ontologique, morale et religieuse. Et on a en fait un glissement comparable, disons, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, alors qui se produit d'abord en anglais, qui voit passer le terme de passion pour l'élément affectif. Les passions, c'est vraiment passion et sentiment, c'est vraiment le terme classique, et qui sera remplacé au cours du XIXe siècle par le terme d'émotion. Et je pense que ces deux changements sont tout à fait parallèles. Intelligence devient ensuite le terme de référence dans le champ des études des naturalistes sur le comportement animal. Et j'ai noté ici quelques titres. Je vais m'attarder sur le premier en particulier, l'ouvrage de Flourens. Alors, Flourens, c'est un médecin et physiologiste qui a eu une chaire ici au Collège de France. Il succède à Cuvier. C'est quelqu'un qui est spiritualiste, qui est conservateur sur le plan politique, il est légitimiste, ultramontain. Alors, il reprend néanmoins, comme on l'a vu tout à l'heure avec la Romiguière, le terme d'intelligence qui s'est imposé, mais il va l'opposer à l'instinct. Et cette question de l'opposition de l'instinct et de l'intelligence va devenir très structurante dans le débat, notamment dans ses écrits, puis dans celles d'autres naturalistes. Vous voyez ici, l'opposition la plus complète sépare l'instinct de l'intelligence. Tout dans l'instinct est aveugle, nécessaire et invariable. Tout dans l'intelligence est électif, conditionnel et modifiable. Tout dans l'instinct est inné, tout y est fatal.
tout dans l'intelligence résulte de l'expérience et de l'instruction, tout y est libre. Enfin, tout dans l'instinct est particulier et tout dans l'intelligence est général. Alors, l'enjeu, bien sûr, c'est de préserver le propre de l'homme, dans une certaine mesure, par cette distinction. Comme vous le voyez dans l'autre citation, l'homme a des instincts et les animaux ont de l'intelligence, mais dans l'homme, presque tout se fait par intelligence, et l'intelligence y supplée à l'instinct. J'ai mis ici d'autres citations. Donc, on voit comment le couple conceptuel instinct-intelligence devient véritablement structurant dans l'étude du comportement animal et sert à opposer les animaux à l'homme. Alors certes, Flourens, contrairement à Leroy, admet une opposition stricte entre l'instinct et l'intelligence. Néanmoins, l'homme a des instincts, les animaux ont de l'intelligence, mais l'intelligence au sens plein du mot, et vous voyez que l'intelligence au sens plein du mot, qui n'appartient qu'à l'homme, c'est celle qui implique la réflexion, c'est-à-dire la capacité à se connaître soi-même, à s'introspecter, et à partir de là, une forme de liberté. Cela n'appartient qu'à l'homme. Alors, on voit clairement que l'intelligence apparaît comme un concept hiérarchisant qui sert à indiquer le propre de l'homme, ici, par différence d'avec les animaux. Et le concept d'intelligence ici ne sert pas à distinguer différentes formes ou différents degrés de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, dans cette perspective, est plutôt considérée comme un tout, alors que les animaux présentent différents degrés ou différentes formes de l'intelligence. Voilà. Alors, toujours pour continuer sur le même Flourens, c'est aussi quelqu'un qui va combattre la phrénologie. C'est un adversaire de Franz Joseph Gall. Gall, c'est donc le fondateur de la phrénologie. La phrénologie, c'est une doctrine qui affirme que le cerveau est composé d'organes distincts correspondant chacun à une faculté de l'esprit. Ces organes étant palpables à la surface du crâne, si l'organe est très développé, si on a une bosse à cet endroit-là, l'individu aura une propension à posséder cette faculté sous une forme très prononcée. Si elle ne l'est pas, cette faculté lui fera vraisemblablement défaut. Et les facultés correspondant à ces différents organes cérébraux sont indépendantes les unes des autres. Alors, il faut savoir que la phrénologie était une doctrine apparaissait comme scandaleuse à l'époque parce qu'elle était suspecte de matérialisme, d'irreligion, d'immoralité, qu'elle dissolvait l'unité du moi dans une multiplicité d'organes matériels distincts et qu'elle risquait de soumettre l'individu à un déterminisme cérébral qui l'exonérait de sa liberté et de sa responsabilité morale. Alors, on ne sera donc pas surpris que contre cette doctrine... Alors, j'ai mis là les penchants que Gall isole. Vous remarquerez que dans la liste de ces... Donc, on a 27 facultés, 19 qui sont communes avec l'animal, 8 qui sont propres à l'espèce humaine dans la théorie de Gall. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a évidemment pas une bosse ou un organe cérébral pour l'intelligence. On peut dire que l'intelligence est distribuée dans certaines de ses facultés, comme par exemple ici la ruse, ou bien ici la sagacité comparative ou l'esprit métaphysique, par exemple. Donc justement, l'intelligence est distribuée et Flourens critique cette conception. Et voilà la critique qu'il lui adresse, mais avec toutes ces espèces d'intellect, avec toutes ces intelligences individuelles, que sera l'intelligence générale et proprement dite. Donc l'intelligence proprement dite, finalement, ne peut qu'être générale dans cette perspective. Ce ne sera plus cette faculté positive et une que nous entendons, que nous concevons
que nous sentons tous en nous-mêmes quand nous prononçons le mot âme ou intelligence. À l'intelligence faculté essentiellement une, Gall substitue une multitude de petites intelligences ou de facultés distinctes et isolées. Et il dit l'unité de l'intelligence, l'unité du moi est un fait de sens intime, c'est-à-dire c'est un fait de l'introspection. Et le sens intime est plus fort que toutes les philosophies. Voilà, donc finalement, l'intelligence est fondamentalement une, même s'il y a dans l'esprit des facultés spéciales, la véritable intelligence est indécomposable. Seules les facultés inférieures de l'esprit, les plus mécaniques, selon Flourens, sont localisables dans des régions précises du cerveau. Flourens était un spécialiste du cerveau. Et il affirme que les parties du cerveau qui sont l'organe de l'intelligence, finalement, ou qui sont pas l'organe, mais disons le substrat de l'intelligence en cette vie, eh bien, fonctionnent comme un tout. C'est-à-dire que les pertes cognitives sont proportionnelles à l'étendue et non pas au lieu de l'ablation, si jamais, par exemple, on fait une lésion du cerveau dans ces cas-là. Et donc, cette unité, donc il défend l'idée que le cortex, notamment, est uniforme et équipotentiel, en lien avec cette conception de l'unité de l'intelligence. Et on voit aussi que cette unité de l'intelligence ou du moi, puisque finalement les termes sont presque équivalents chez Flourens, elle se connaît par l'introspection. Alors, donc, si on récapitule ce petit parcours historique, eh bien, on voit que le concept d'intelligence à la fin du XIXe siècle dans les sciences psychologiques, c'est à la fois, je dirais, une notion du sens commun, au sens où on peut dire couramment que tel individu est plus ou moins intelligent, mais dans les sciences et la philosophie, c'est un concept à la fois descriptif et normatif. Descriptif parce qu'il délimite un objet pour l'investigation positive de l'esprit, notamment le comportement animal. Normatif parce que c'est un marqueur de hiérarchie et de limite entre l'humain et l'animal, entre l'inférieur et le supérieur, etc. Et ces trois aspects ou usages de la notion d'intelligence vont se retrouver dans son appropriation par Alfred Binet, dont je vais parler maintenant. Alors, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de traduire toutes les diapositives. Donc, Alfred Binet, pour le présenter très rapidement, c'est un autodidacte qui a fait des études de droit et de médecine. Il n'est ni médecin ni philosophe, ce qui constitue un handicap à l'époque pour devenir psychologue. Et puis, voilà, il a finalement fait une thèse de physiologie. Il est devenu directeur du laboratoire de physiologie psychologique de la Sorbonne. Et puis, le directeur, il va fonder l'Année psychologique, qui est donc un journal fondé en 1894, qui existe toujours. Alors, si vous regardez un petit peu la liste de ses premières publications que j'ai mises ici, on voit que Binet ne va pas centrer tout de suite ses recherches sur la notion d'intelligence. On voit vraiment que ça apparaît dans ce livre de 1903 qui s'appelle « Études expérimentales de l'intelligence ». Mais avant, il s'intéresse au raisonnement. Il s'intéresse alors oui, au raisonnement, puis à un certain nombre d'autres choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, là encore, le mot d'intelligence s'est imposé chez Binet. Alors, je dirais, pour le présenter, que Binet, c'est d'abord un psychologue curieux des bizarreries psychologiques et des facultés partielles. Ceci, d'ailleurs, dans la lignée de Taine, qui s'intéressait aussi à ça. Binet était un grand admirateur de Taine, dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, il va s'intéresser, dès sa jeunesse, d'abord dans l'entourage de Charcot, à l'hypnose, au synesthète, aux calculateurs prodiges, aux joueurs d'échecs, aux prestidigitateurs, aux auteurs dramatiques et à la création littéraire.
Et en général, il aborde ces sujets, enfin pour certains d'entre eux, par des études de cas approfondies. Il va suivre certains sujets pendant plusieurs années, de sujets d'exception, donc qui présentent le développement extraordinaire d'une faculté ou qui manifestent des dissociations entre facultés, comme c'est le cas avec l'hypnose. Alors, en particulier dans ce livre de 1894, Psychologie des grands calculateurs et joueurs d'échecs, Binet va s'intéresser et comparer deux calculateurs, Jacques Inaudi et Périclès Diamandi, et va les comparer à d'autres calculateurs prodiges dans l'histoire. Et il utilise ces cas pour montrer qu'une faculté, en l'occurrence la mémoire des chiffres, peut se développer indépendamment des autres facultés intellectuelles. Certains calculateurs prodiges n'ont qu'une intelligence médiocre ou normale. Et il s'intéresse aussi au fait qu'il y a des mémoires partielles. Donc la mémoire n'est pas une faculté une. La mémoire des chiffres, elle peut se développer à l'exclusion des autres mémoires. Par exemple, la mémoire des lettres, des dates, des lieux, des événements n'a rien de remarquable chez Jacques Inaudi. Et donc, à travers cette étude des calculateurs, finalement, c'est un petit peu l'équivalent des déficits très partiels, très sélectifs, que la neurologie, notamment celle de Broca, découvre à l'époque, sauf que là, il ne s'agit pas d'identifier des déficits, mais plutôt d'identifier des facultés en excès. Et donc, à partir de ce cas, Binet va documenter l'idée de la multiplicité des types de mémoire. Alors, en particulier, Inaudi a ceci de remarquable qu'il n'a pas du tout une mémoire visuelle, mais une mémoire uniquement auditive, alors que Diamandi a une mémoire des chiffres de type visuel. Et voilà, Binet le montre par ses observations, ses expériences. Voilà, donc voilà, finalement, la mémoire, vous voyez comment la mémoire n'est pas une faculté une, elle est pulvérisée en un ensemble de sous-facultés, en quelque sorte, spéciales, locales, dont chacune a son domaine propre. Alors ça, c'est peut-être le premier point chez Binet. Ensuite, Binet, c'est un psychologue qui est frustré par la psychologie expérimentale de langue allemande. Il faut savoir qu'à l'époque où Binet commence sa carrière de psychologue, la psychologie expérimentale, elle est née en Allemagne dans le dernier tiers du XIXe siècle, elle est issue des travaux de Wundt et de Fechner, et elle étudie principalement ce qu'on appelle les processus les plus simples de l'activité mentale, la sensation, la perception, dans des domaines d'études qui s'appellent la psychophysique, donc la mesure des sensations, la mesure des temps de réaction lors de tâches très simplifiées et à l'aide d'instruments empruntés au laboratoire de physiologie. Et Binet va reprocher à ces méthodes de donner des résultats certes précis, mais totalement insignifiants. Finalement, il leur reproche de ne pas permettre d'étudier les fonctions supérieures. Et les problèmes que posent ces investigations et ces techniques expérimentales, selon lui, sont les suivants. D'abord, elles réduisent la vie mentale du sujet à une réponse qui est brève et mesurable, isolée du reste de sa vie mentale. Elles imposent au sujet de répondre à des questions très formatées et l'empêchent de s'observer, de s'introspecter. Elles rendent le sujet passif ainsi que le psychologue. Le psychologue, finalement, accorde plus d'attention aux instruments qu'au sujet qu'il a sous ses yeux. La recherche suit une idée préconçue et ne permet pas de découvrir des faits inattendus. Et enfin, cette psychologie ne se préoccupe pas du tout des variations individuelles. Et donc, selon Binet, finalement, cette façon de procéder de la psychologie à l'allemande empêche totalement le sujet de manifester son intelligence et empêche le philosophe
le psychologue de faire des découvertes dans le domaine de l'intelligence. Donc il critique assez sévèrement cette psychologie qui réduit le sujet au rôle d'un automate, comme il le dit ici. Alors, je dirais que l'étude expérimentale de l'intelligence, son livre de 1903, est vraiment le résultat de ces critiques. Alors, je commente un tout petit peu le titre de ce livre, l'étude expérimentale de l'intelligence. Alors, il emploie le mot d'intelligence. Pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse aux fonctions supérieures de l'esprit. Donc, lui aussi, il est marqué, comme la plupart des psychologues de l'époque, par cette polarité de l'inférieur et du supérieur. Donc, il s'intéresse à la mémoire, à l'attention, l'imagination, l'orientation des idées. Par exemple, il se demande à quoi on pense, comment une suite de pensées se développe, comment on passe d'un mot à une idée, peut-on penser sans image, etc. Mais il veut proposer de l'intelligence ainsi, qui recouvre ce domaine des fonctions supérieures, il veut proposer une étude expérimentale de cette intelligence. Et proposer une étude, c'est presque un oxymore, en fait, de parler d'études expérimentales de l'intelligence. Un oxymore à la fois pour la psychologie spiritualiste, on avait vu que seule l'introspection permettait in fine pour ces psychologues de connaître l'intelligence humaine, mais aussi pour la psychologie expérimentale issue de Wundt, par exemple, qui pensait que les fonctions supérieures ne pourraient jamais relever d'une approche expérimentale, mais plutôt d'une approche ethnographique ou historique. Donc, comment il va faire ? Il va complètement changer les méthodes d'investigation. Il va travailler sur ses filles, qu'il va observer pendant 3 ans à la maison, sans instrument, en expérimentant seulement avec un crayon, un papier et beaucoup de patience. Et il va leur donner des instructions orales, leur présenter des mots, des phrases, parfois des images, et attendre de ces sujets qu'ils répondent de la même façon. Et surtout, il va inviter les sujets à s'auto-observer. C'est le point important de la technique de Binet. Il va inviter les sujets à s'introspecter, il va favoriser leur introspection. Alors, par exemple, en demandant au sujet d'écrire 20 mots et ensuite en lui demandant d'écrire le lien entre les différents mots qu'il a écrits, ou bien, par exemple, en le faisant travailler sur des images mentales, en demandant à ses filles d'imaginer une image visuelle et la transformer. Par exemple, imagine un singe qui fume la pipe, est-ce que tu peux lui mettre un chapeau ? Voilà, alors c'est ce type d'expérience, et le propre de ces expériences, c'est qu'elles n'imposent pas une réponse courte de la part du sujet. Les sujets ont souvent une assez large marge de créativité et de liberté dans leurs réponses. Ils sont invités à s'auto-observer. À la limite, la consigne de départ est presque un prétexte pour qu'ensuite Binet puisse faire une sorte de débriefing avec le sujet. Binet va s'intéresser aux liens entre les réponses des sujets et leur caractère, et puis il va interpréter les résultats qu'ils fournissent à leur vie et leur caractère, qui lui est évidemment bien connu puisqu'il s'agit de ses filles, et il théorise cette importance que le psychologue soit familier finalement des sujets qu'il observe pour pouvoir étudier l'intelligence. Alors, donc vous voyez le but, je dirais que pour Binet, le dilemme, c'est presque que plus un processus est intelligent, plus
plus il est difficile à aborder par l'expérimentation. Et pourtant, il faut essayer d'expérimenter dans une certaine mesure pour obtenir des résultats précis. Et donc, Binet invente une manière de faire des expériences avec un papier et un crayon qui préserve autant que possible l'activité, la créativité, la pensée du sujet, qui favorise son introspection. Et vous voyez qu'on n'est pas loin finalement des catégories de Flourens qu'on voyait tout à l'heure. Essayer de construire une relation avec le sujet qui permette de relier ses réponses à sa personnalité, ménager la possibilité de découverte et de surprise pour le psychologue, et éventuellement sacrifier, pardon, je me suis trompée dans cette phrase, sacrifier au contrôle et à la reproductibilité des expériences, sacrifier au contrôle et à la voilà, il sacrifie le contrôle et la reproductibilité pour avoir des expériences plus approfondies et plus individualisées. Et à cette époque, en fait, du même coup, Binet porte un jugement assez négatif sur les tests mentaux qui commencent à être développés à l'époque par James Cattell, un psychologue américain, mais qui, selon lui, accorde beaucoup trop peu d'importance au processus supérieur. Et vous voyez qu'il dit des choses comme « Un mental test appliqué à la hâte sur des anonymes n'a qu'une valeur proportionnée au temps qu'on y a dépensé. Lorsqu'on étudie des fonctions supérieures, il faut s'adresser surtout à des personnes qu'on connaît intimement, à des parents, à des amis. » Par exemple. Alors, c'est ça parce que l'heure tourne. Quelques mots juste pour finir sur l'échelle métrique de l'intelligence. Alors, du coup, c'est assez étonnant compte tenu de toutes ces réserves de Binet. Donc finalement, s'il faut un petit peu résumer la conception que Binet se fait de l'intelligence, eh bien, l'intelligence n'est pas une faculté une, mais se compose d'une multitude de facultés hétérogènes. Il existe de grandes différences individuelles dans l'activité intelligente. Les processus intelligents ne peuvent pas être étudiés par les méthodes habituelles de la psychologie expérimentale et obligent à changer de méthode. Alors, compte tenu de ces présupposés, évidemment, on peut se demander comment se fait-il que Binet soit l'inventeur de la première échelle métrique de l'intelligence. Alors, il a été sollicité par un contexte, puisque les lois scolaires de la Troisième République instaurent l'école obligatoire et le ministère de l'Instruction publique souhaite disposer d'un outil pour distinguer les enfants qu'on aurait besoin de placer dans des écoles spéciales. Et donc Binet va s'associer avec un médecin aliéniste, Théodore Simon, pour construire ce test qui va paraître dans l'année psychologique en 1905. Alors, le principe de ce test, il consiste à administrer une série d'épreuves qui permettent de situer chaque enfant par rapport aux performances moyennes de sa classe d'âge. Et donc, vous voyez qu'on retrouve ici le sens usuel du mot intelligence, parce que intelligence, c'est un terme efficace pour faire la jonction entre une demande sociale et les recherches psychologiques. Alors, ce qui est surprenant par rapport aux conceptions antérieures de Binet, c'est que, évidemment, on a ici une échelle qui paraît unidimensionnelle, alors que Binet insistait sur la multiplicité des intelligences. On a un outil qui peut sembler quantitatif et non plus qualitatif. Il y a une standardisation inhérente à la notion de test, parce qu'un test, normalement, c'est un outil qui permet de tester tout le monde et qui est maniable par tout un chacun. Et puis, c'est un test aussi rapide à administrer, à l'opposition de la patience que promettait Binet dans ses études de cas. Alors, malgré tout, il y a quand même une continuité de ce test avec les recherches antérieures de Binet.
D'abord parce que Binet considère qu'il faut abandonner les méthodes craniométriques, par exemple, pour évaluer l'intelligence, pour leur préférer des méthodes purement psychologiques. Ça, c'est un premier point. Binet, par ailleurs, refuse de définir l'intelligence. Vous connaissez sa phrase célèbre, « L'intelligence, c'est ce que mesure mon test ». L'intelligence n'est pas une réalité unifiée et la mise au point du test ne présuppose pas l'existence d'une réalité préalable à l'opération de mesure. La mise au point du test reflète l'idée de Binet selon laquelle l'intelligence est multiforme, qu'importe les tests pourvu qu'ils soient nombreux, dit Binet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, la seule façon qu'on a d'apprécier l'intelligence d'un individu, puisqu'on ne sait pas trop ce que c'est que l'intelligence et que de toute façon, elle est multiple, elle est multidimensionnelle, eh bien, il faut multiplier les tests pour avoir quelque chose. Il faut que les épreuves soient nombreuses et variées. Par ailleurs, le test, c'est une mesure ordinale. Ce n'est pas une véritable mesure comme on en trouve en physique ou mathématiques, qui indique le nombre de fois qu'une quantité est contenue dans une autre. Le test est simplement un outil de classement des individus. Alors certes, Binet va mettre un chiffre pour le test, mais finalement, ce chiffre n'a pas de valeur réelle. Enfin, la qualité de l'examen, Binet ne cesse de le répéter, dépend de la compétence de l'utilisateur du test. Et il était assez inquiet finalement que cet instrument puisse être mis entre toutes les mains et qu'elle doit finalement, le test doit être en quelque sorte corrigé ou apprécié au vu de ce qu'on peut connaître finalement des enfants auxquels on l'administre. Voilà. Alors, peut-être juste le dernier point, et je vais m'arrêter là. Quelle conception de l'intelligence derrière cette échelle métrique? Alors, ce qui m'intéresse là, c'est qu'en fait, Binet, il change un petit peu de définition de l'intelligence. Enfin, il ne définit pas l'intelligence, mais au fond, ce qui va l'intéresser dans ce test, eh bien, ce que teste le test, c'est le bon sens qui permet de se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et ce n'est plus l'ensemble des fonctions supérieures qui l'intéressait dans l'étude expérimentale de l'intelligence. C'est-à-dire que dans ce test, ce qui est important, ce n'est pas de tester, par exemple, la créativité des enfants. Ce n'est pas non plus... alors, ce que Binet essaye de tester, c'est l'intelligence naturelle. Alors, il a ce terme d'intelligence naturelle, conçu comme un bon sens pratique indépendant de l'instruction. Alors c'est un autre sens du terme d'intelligence. On a vu qu'avant, la mémoire, ça fait partie de l'intelligence. C'est évidemment un aspect de l'intelligence. Là, au contraire, dans le test, Binet distingue ce qui l'intéresse. Si on veut vraiment pouvoir tester les enfants dits anormaux, eh bien, il faut séparer l'étude de l'intelligence de celle de la mémoire. Parce qu'en fait, le test, les questions qui sont posées dans le test renvoient à des connaissances de la vie de tous les jours et non pas à des connaissances scolaires et non pas à l'instruction. Dans le test, il s'agit de désigner des objets, comparer des longueurs, compléter des phrases, rendre la monnaie, etc. Voilà, donc c'est cette intelligence naturelle qu'il cherche à tester par le test. Alors, notamment parce qu'il cherche à éviter que les éléments perturbateurs dans une classe, par exemple, soient pour cette raison même envoyés dans les classes spéciales. Mais donc cette intelligence naturelle, ce n'est ni une quantité fixe, ni innée, ni inéducable, et elle n'est même pas indépendante de causes sociales. Voilà, alors je vais m'arrêter, je ne vais pas revenir sur la postérité ultérieure du test, mais je voudrais juste dire deux choses sur l'histoire en fait, que je viens de raconter. Bon, d'abord, j'ai essayé de montrer comment Binet illustrait le passage de l'intelligence conçue comme essence de l'humanité
à l'intelligence comme faculté hétérogène, diverse, présentant une infinité de formes et de degrés selon les individus, d'une part, et d'autre part, je voudrais donner mon interprétation de ce qui a fait que le concept s'est imposé, comme l'a bien montré William Marx. À mon avis, c'est la polysémie, l'adaptabilité de ce concept, qui est finalement à la croisée d'un projet scientifique, l'injonction à la positivité, d'autre part d'un projet qui est à la fois anthropologique et scientifique, la définition et l'exploration du propre de l'homme, des fonctions supérieures de l'esprit, et enfin d'une demande sociopolitique, l'évaluation, le classement et le diagnostic des individus. Voilà, je vous remercie.